Depuis des jours, je ne ferme plus l'œil la nuit. Je passe ces longues heures nocturnes enfermé dans le noir, le regard braqué sur mon plafond. J'écoute ces grattements, ne connaissant aucune fin. Je m'installe dans mon lit dans un silence complet, et quand je commence à lentement sombrer dans le sommeil, ils commencent eux aussi. Ce n'est jamais à la même heure, car ça attend toujours que je commence à m'endormir. Les grattements deviennent alors la seule chose que j'entends, emplissant mon esprit de leur bruit agaçant. À chaque fois que j'essaye d'estimer d'où ils viennent d'une nouvelle zone, mais toujours du plafond. Parfois c'est au-dessus de mon lit, parfois au-dessus de mon armoire, d'une commode, de ma bibliothèque. Les jours passaient, ce bruit hantant mes nuits et progressivement mes jours, mon esprit jouant avec ma perception du monde. Chaque instant, un grattement dérangeant perturbait mes pensées et mon sommeil, et je ne savais plus à quelle heure du jour ou de la nuit ces bruits commençaient. Je ne sais pourquoi je restais là, à supporter ces bruits. Toutes les nuits, je retournais dans cette chambre, comme si je voulais savoir si ça allait continuer ou non. Mais ça continuait toujours, sans cesse, et je devenais de plus en plus sensible à ces bruits. Toujours, sans s'arrêter. Après des jours à souffrir de ce même scénario, je sentais les dernières fibres de ma santé mentale se déchirer et, alors que j'étais allongé dans mon lit, dans l'obscurité la plus complète, ce bruit hantant chacune de mes pensées, je bondissais hors de mon lit et je me précipitais hors de la chambre. Je courais en caleçon de salle en salle, jusqu'à ce que, finalement, je saisisse un pied de biche. Je retournai dans ma chambre et, comme un fou n'ayant plus rien à perdre, je le plantai juste au-dessus de moi avant de tirer de toutes mes forces. Dans un énorme bruit, une partie du plafond s'effondra alors que je me jetai sur le lit pour ne pas être écrasé. Dans ma fuite, je crus voir quelque chose que je ne voulais pas reconnaître, que je ne voulais pas imaginer. Un corps était tombé, ou en tout cas, quelque chose y ressemblant. Je reculai dans mon lit, me plaquant presque contre le mur, les yeux braqués sur le bout de mon lit, quand les grattements recommencèrent, juste devant moi. Puis, j'entendis du mouvement. Quelque chose se déplaçait. Je sentais mon cœur s'emballer, alors qu'une sueur glacée coulait le long de ma colonne vertébrale. Je vis alors, lentement, gravissant la hauteur de mon lit et se rapprochant sans s'arrêter, un cadavre à peine recouvert de chair putréfiée, ses ossements creusant dans mes draps pour se tirer toujours plus proche de moi. Ce crâne, aux orbites vides, me fixant. Ses dents, sans lèvres pour les cacher, la mâchoire branlante, pourtant prête à me dévorer, et moi qui ne savais plus quoi faire. Je n'avais même plus la force de hurler. Après une terreur profonde et douloureuse, le cœur prêt à exploser dans la poitrine, je comprenais lentement que cette horreur sous mes yeux allait pouvoir m'offrir une fin à cette torture, et je l'accueillais finalement comme un soulagement. Jusqu'à ce que ses doigts squelettiques se saisissent de ma jambe, sentant ses phalanges osseuses creuser dans ma peau, le sang tachant mes draps. Une douleur encore inconnue se propagea dans mon corps entier, et je retrouvai ma pleine capacité à hurler de douleur. Je criai comme jamais je n'avais hurlé, quand ses dents se plantèrent dans ma chair, et que ses mains fouillaient dans mes tripes. Je fermai les yeux en espérant oublier toute cette douleur alors que mon esprit jouait à nouveau, grattant dans mes oreilles. Je me garai devant la maison, épuisé. La journée avait été particulièrement longue et difficile. J'avais en plus été pris dans les bouchons au moment de rentrer. J'avais vraiment passé une journée des plus détestables.
J'étais fatigué et je ne pensais qu'à une chose, mon canapé. Je rentrais, je retirais mes chaussures, je me servais un grand verre d'eau fraîche, puis je m'installais dans mon canapé avec une série à regarder. La fatigue était telle qu'après quelques minutes, le confort de mon canapé, la chaleur ambiante et enfin le calme me fit lentement fermer les yeux. Je ne luttais pas. Je sombrais dans un sommeil réconfortant. Après, je ne saurais dire combien de temps, occupé par un sommeil réparateur et des plus agréables, je finis par me réveiller. La télé était éteinte, il faisait sombre dans le salon. Je tendais la main vers l'interrupteur de la lampe à côté de moi, mais je ne sentais rien. Je me redressais vaguement, et j'essayais de retrouver la lampe, à tâtons. Mais rien. Il n'y avait plus de lampe. Je posais mes pieds sur le sol et je découvrais du béton. Il n'y avait plus mon tapis. Je me disais qu'il y avait un problème. C'était comme si je n'étais plus chez moi. Je fouillais dans mes poches, mais je n'avais plus mon téléphone pour avoir une source de lumière. Je me levai alors et je cherchais un mur pour avoir un repère dans l'obscurité. Après avoir erré, les mains tendues devant moi, mes yeux s'adaptant lentement à l'obscurité, je commençais à avoir des repères. Je voyais à quoi ressemblait vaguement la salle dans laquelle j'étais. Ce qui était certain, c'était que ce n'était pas chez moi. Je ne cherchais pas à comprendre, cette situation me paraissait trop étrange, je cherchais directement la porte de sortie. Je suivais le mur, je sortais de la salle, et me retrouvais dans une sorte de petit hall. Une grande porte semblait être la porte de sortie. Je me saisis de la poignée, et j'ouvrais la porte. Mais derrière cette porte, se trouvait un mur. Je restais quoi un instant avant de partir à la recherche d'une autre sortie. Je me retrouvais finalement face à une fenêtre. Je l'ouvrais, et je l'enjambais. Je me retrouvais alors, à ma grande surprise, dans un couloir. Une faible lueur au bout de celui-ci m'encourageait à poursuivre dans cette direction. J'avançais alors, toujours, cette lueur semblant ne jamais se rapprocher. Je commençais à douter de ce que je voyais, de mes mouvements, des murs m'entourant, de tout ce qui se passait. Je marchais seul dans ce couloir pendant ce qui me parut être des heures, quand, finalement, je chutais et atterrissais dans le salon que j'avais quitté. La seule différence était qu'il y avait de la lumière. J'observais autour de moi. Les meubles ressemblaient à des meubles des années 70. Ils étaient en mauvais état, le sol était du béton brut. Au mur, le papier peint jaune était très abîmé. Je contournais le canapé et je réfléchissais à si je repassais par la fenêtre ou si je réessayais la porte. C'est alors qu'un bruit venant de ma gauche attira mon attention. Je tournai la tête quand je vis, par l'ouverture d'une porte donnant sur une cuisine, une grande main saisir le dessus du cadran de la porte. Puis, semblant se baisser pour rentrer dans le cadre, une tête apparut à côté, avec un sourire gigantesque et figé. Je ne savais quoi faire. J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Je me mis à me dire que je devais me réveiller de ce cauchemar. Je devais faire quelque chose contre ça. Mais il restait là, à m'observer, son physique grotesque et effrayant. Je décidai de me précipiter vers la porte. J'arrivai dans le hall et je me saisis de la poignée. J'ouvrais la porte à la volée et je me retrouvai face à deux jambes gigantesques. Je levai lentement la tête et je me retrouvai face à face avec un monstre souriant. De sa grande main, il m'attrapa, me souleva et me dirigea vers son sourire qui lentement s'ouvrait. Je m'étais installé dans mon lit, toutes lumières éteintes. Je traînais sur les réseaux sociaux avant de me préparer à dormir. Il faisait chaud, alors ma fenêtre était ouverte. Il n'y avait que le volet de rabattu. Je regardais des vidéos de chatons, etc. quand, depuis la rue, j'entendis quelque chose qui me fit sursauter. Des hurlements. Une femme hurlait dans la rue. Je me levai et je rejoignais la fenêtre. J'ouvrais le volet et rien. J'observais la rue, mais il n'y avait plus un bruit. La rue était vide. Dans l'immeuble face au mien, je vis quelques fenêtres s'ouvrir, des têtes sortir,
mais eux non plus ne voyaient rien. Je me suis dit que c'était étrange, mais je retournai m'installer dans mon lit. Je restais aux aguets pendant quelques minutes avant de me recoucher et de m'endormir. Le lendemain, en sortant de chez moi, je croisais des voisins. Je leur demandais s'ils avaient entendu quelque chose, mais eux n'avaient rien remarqué. Les journées passèrent et je n'y pensais plus. Après environ une semaine, à nouveau, la chaleur me faisait garder la fenêtre ouverte. J'étais installé, lisant Le Paris des merveilles, laissant la température de ma chambre lentement baisser. Après quelque temps, à nouveau, j'entendis des hurlements, perdus dans mon quartier. Je me levai d'un bond et j'ouvrais mes volets, espérant découvrir ce qui en était à l'origine. J'observais la rue, les lampadaires éclairaient la majorité de la rue, de nombreuses têtes sortaient des fenêtres, mais il n'y avait toujours rien, ni personne. Cette fois, j'enfilai un pantalon, un t-shirt et je descendais. En arrivant dans le hall de mon immeuble, je sentis quelque chose d'étrange. Il faisait frais. J'ouvris la porte de l'immeuble et j'arrivai dans la rue. Je frissonnais et j'observais autour de moi. C'était comme s'il y avait un filtre vert autour du lampadaire. La lumière paraissait verdâtre. Je ne voyais plus personne aux fenêtres. Je me disais qu'ils avaient décidé de se recoucher, comme moi la dernière fois. Puis j'entendis au loin un cri. Mais cette fois, c'était vraiment très loin. Je restais alors, immobile. Je ne savais pas d'où ça venait. Je me disais que si je l'entendais à nouveau, je pourrais savoir d'où cela venait. Mais soudainement, la lumière redevint normale et je n'entendais plus rien. Après un nouveau regard autour de moi, je courais pour rentrer chez moi. J'étais vraiment mal à l'aise avec ce qui se passait. C'était le moment de se mettre dans le canapé pour regarder La Bonne Auberge avec une tisane et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Il faudra attendre 2 jours avant qu'une fois encore, j'entende les cris dans la nuit. Cette fois, je n'hésite pas. Je me précipite dans la rue au premier cri. Encore une fois, cette ambiance verdâtre m'accueille. Le monde paraît lent ou ralenti. Le ciel est nuageux, la lumière n'éclaire pas autant que d'habitude. Les zones d'ombre sont profondes, effrayantes. Un cri résonne à nouveau. Je me dirige vers celui-ci. J'arrive vers une petite place. J'ai l'habitude de passer ici pour aller faire mes courses. Il y a une série d'arbres au centre de la place, en ligne. Des escaliers mènent au centre en contrebas de la place. En descendant les escaliers, je vois, entre les arbres, une grande silhouette, très grande, disproportionnée, de longs bras squelettiques. Je vois ses cheveux gris, filandreux, flottant autour de sa tête, qui ne semble même pas tenir droite seule. Ses yeux sont blancs ou révulsés, et sa mâchoire tombe seule, laissant une ouverture gigantesque. Je reste immobile, le pied au-dessus d'une marche. Je regarde cette chose flottant derrière les arbres. Elle se stoppe et se remet à hurler. Mon cœur se contracte subitement, une terreur immonde m'enserre le corps entier. Je pose finalement le pied au sol quand je perds de vue cette chose. Je reviens alors lentement sur mes pas, en haut de l'escalier, ne voulant pas me rapprocher de cette chose. En remontant ainsi, je vis le dessus des arbres, et, avec horreur, je vis cette chose flottant au-dessus des arbres. Son long bras se dirigeant vers moi, ses doigts crochus me pointant, et elle se mit à nouveau à hurler avant de me foncer dessus. Ni une ni deux, je pris mes jambes à mon cou, mes réflexes d'athlétisme portant plus efficacement que mes chaussures. Je sautai une barrière et courais plus vite que je n'avais couru de toute ma vie. Rejoignant ma rue, je regardai derrière moi un instant. Je vis la silhouette flottant au-dessus de la place, me fixant, mais ne me suivant plus. Je vis alors quelque chose. Elle souriait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quand, soudainement, elle disparut. Le monde retrouva sa teinte normale, et j'entendis un cri. Non, pas un cri. Un crissement de pneus. Quelque chose me percuta. Je me sentis basculer.
puis plus rien. Je fus invité à cette soirée par un ami avec qui je travaillais sur un projet de livre. C'était un recueil d'histoires mêlant notre monde aux mythologies de nos ancêtres. Je m'étais en forme tandis que lui faisait les recherches historiques et mythologiques dont j'avais besoin. Ce travail était extrêmement chronophage et captivant, mais mon ami avait réussi à me faire quitter ma tour et côtoyer le monde qui m'entoure. J'avais rejoint cette grande demeure pleine de personnes toutes plus importantes et intéressantes que moi. Je ne me sentais pas réellement à ma place à côté de scientifiques de renom, de chercheurs qui avaient étudié le monde. Il y avait un homme qui revenait d'Égypte, les yeux pleins de merveilles d'antan, et l'esprit rempli de secrets qui n'attendent qu'à être dévoilés. Alors que toutes ces personnes discutaient ensemble, je me perdais en regardant le domaine par la fenêtre. Un jardin à la française, aux haies taillées avec précision, des parterres de fleurs offrant des formes complexes et des bois autour. En observant les bois, je vis alors avec surprise une silhouette blanche, errant entre les arbres. Ce qui m'intrigua fut que cette silhouette était tellement visible. Peut-être que la lumière de la lune se reflétait sur sa tenue blanche, ou bien créait-elle sa propre lumière. Je la voyais marcher ainsi quand, soudainement, en passant derrière un arbre, elle disparut, tout simplement. Sur le coup, je sentis mon cœur tomber dans ma poitrine. Je ne comprenais pas ce que je venais de voir. C'est alors qu'un homme vint me chercher. Sans savoir pourquoi, nous étions 5 convives à avoir été invités dans le salon noir. Un salon se trouvant dans la tour est du château, la partie la plus ancienne de la demeure. Nous traversions les couloirs où la température chutait drastiquement en comparaison avec le reste du bâtiment. La lueur opaline de la lune s'infiltrait devant nous à travers les vieilles fenêtres laissant le vent siffler. Après avoir passé 2 rideaux en soie violet, nous arrivions dans une sorte de salon, rond, aux murs couverts de tentures noires. Des bougies éclairent la salle. Une grande table ronde se tient en son centre. Sur celle-ci, plusieurs runes semblent être gravées. Un candélabre se trouve en son centre. Sans que je voie par où aller rentrer, probablement une porte dérobée, une femme portant une longue robe noire nous salua. Elle nous invita à nous asseoir autour de la table. Nous nous exécutions en silence, écoutant ce qu'elle avait à nous dire. Notre hôte, lui, restait dans un coin de la salle, sans un mot. Elle nous expliqua que, de tous les invités, nous avions été les seuls à pouvoir ressentir au moins une des nombreuses entités errant sur le domaine. J'avais vu le fantôme de l'arrière-grand-mère de notre hôte qui avait été assassinée en pleine nuit alors qu'elle essayait de fuir le château et son mari violent. Un autre avait vu l'esprit d'un servant qui avait été démembré par les chiens de chasse de l'arrière-grand-père de notre hôte. 2 personnes avaient vu, en même temps, l'esprit du petit frère de notre hôte qui était mort d'une fièvre alors qu'il n'avait que 9 ans. La femme garda le silence sur ce que la dernière personne, avec nous, avait vu. Elle nous demanda ensuite de déposer nos mains sur la table et de mettre en contact nos auriculaires avec nos voisins. Ceci fait, elle parla doucement, d'une voix basse. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, on aurait cru un mélange de latin et de quelque chose d'autre. Je sentais une pression sur mes épaules, comme si quelqu'un m'appuyait dessus. Mais il n'y avait personne derrière moi. C'est alors que les bougies s'éteignirent simultanément. Nous n'osions pas bouger, mais nous étions effrayés. Mon cœur s'emballait, et soudainement, les bougies sur le candélabre se rallumèrent. Seules, dévoilant la femme, dans sa longue robe noire, les yeux révulsés, debout, devant la table, immobile. Elle fut prise de spasmes quand, soudainement, sortit de sa bouche une matière blanche visqueuse qui s'envola lentement. La femme finit par tomber dans son fauteuil tandis que la matière prenait différentes formes au-dessus de nous. Sa matière était légèrement transparente, mais cela ressemblait presque
à un lait qui aurait légèrement épaissi. Après quelques instants, cette chose se sépara en 5 orbes qui se précipitèrent sur nous, enveloppant nos visages. Je sentais mes forces me quitter alors que je voyais une lumière s'échapper de la sphère. La même lumière quittait les autres invités, se rejoignant au-dessus du candélabre. Quand l'orbe se dissipa, une boule lumineuse se tenait au-dessus de la table. Je voyais les invités au sol, la peau comme séchée, reposant directement sur leur squelette. Puis, notre hôte s'approcha de la table. J'entendais la femme dire qu'elle n'avait pas réussi à tirer de nous assez d'énergie. Il fallait plus de sacrifices. Notre hôte absorba la boule de lumière. Je le vis se redresser, rajeunir. Il n'était pas celui que l'on pensait. C'était lui, l'arrière-grand-père. Il se retourna vers la femme et lui répondit qu'il y en aurait beaucoup d'autres. La soirée s'approchait, le repas de charité également. La soirée avait été soigneusement préparée pour pouvoir recevoir les plus hautes élites de la ville. La salle était couverte de draperies, les tables couvertes de nappes élégantes, de vaisselle exquise. C'était une véritable débauche de moyens. Louis regardait tout cela avec un sourire amer. Il savait qu'il fallait faire ainsi, il n'y avait que comme ça qu'il pouvait récolter plus d'argent, en faisant plaisir aux élites. Mais tout l'argent qu'il avait dépensé pour cela lui paraissait mal dépensé. Les tables étaient organisées pour faire face à une estrade, sur laquelle un trépied était posé. Il était vide pour l'instant, mais il allait bientôt présenter quelque chose d'unique. L'heure du dîner approchait et la pression montait. Si la soirée se passait bien, il pourrait financer son projet de restauration du centre social de la ville et donc pouvoir à nouveau accueillir et aider les gens dans le besoin. Il avait grandi dans une famille en difficulté financière et avait eu la chance d'avoir ce lieu pour l'aider. Il voulait permettre à d'autres personnes d'avoir cette chance. L'attraction de ce repas, en dehors des dons, c'était aussi de dévoiler la dernière peinture que son propre père avait réalisée. Son père était l'homme qui avait décoré la plupart des bâtiments officiels de la ville avec ses tableaux. N'étant, à l'époque, pas un peintre reconnu, la plupart étaient des dons ou avaient été achetés à un prix dérisoire. Maintenant, ces tableaux avaient pris énormément de valeur. Mais, en finissant ce tableau, 10 années auparavant, le père de Louis s'était effondré. Son cœur avait cédé. L'heure arrivait. Les premiers grands noms rejoignaient la salle. Chefs d'entreprise, acteurs, héritiers, il y avait du beau linge. Louis restait en retrait. Il n'avait pas envie d'accueillir ces gens personnellement. Il avait déjà fait beaucoup d'efforts et avait l'impression qu'il n'était là en aucun cas pour être gentil et pour l'entraide, seulement par curiosité ou pour être bien vu. Après de longues minutes de discussion entre eux, une fois que tous les invités étaient en place, Louis montait sur l'estrade. Il saluait tout le monde, remerciait les gens d'avoir pris de leur temps pour venir manger, ce qui fit rire la plupart des invités. Puis, il présenta sans plus attendre le tableau. Installé sur un trépied, il était recouvert par un élégant drap de soie rouge. Il s'installa devant l'œuvre de son père et la dévoila au public, émerveillant la salle. Le tableau représentait un lac avec une barque en son centre. Une grande montagne couverte, sur son sommet, de neige éternelle. Le ciel était en nuances de bleu et de rose. Les forêts étaient orangées autour du lac. Mais ça, c'était ce qu'on voyait depuis les tables. Louis voyait un détail. Le détail étrange. Sous le lac, sous l'eau, une cité était à peine visible. C'était quelque chose qui perturbait Louis, car son père ne peignait que ce qu'il voyait. Il n'inventait rien, il disait toujours qu'il en était incapable. Il ne savait que représenter le monde, pas le créer. Avant même que le repas ne commence,
Des propositions pour acheter le tableau étaient lancées. Louis essaya de calmer les échanges en proposant dans un premier temps le repas, puis dans un second temps, une fois que tout le monde aura pu regarder le tableau, il pourrait discuter des offres. Il participa au service des assiettes, essayant d'être le plus efficace possible, et finalement s'installa à la table principale, à côté du maire. Il discutait des différents projets de Louis, mais le maire faisait comprendre le peu d'intérêt qu'il avait pour cela. En plein milieu du repas, les lumières de la salle clignotèrent avant de se stabiliser. Un silence se créa dans la salle. L'air semblait devenir soudainement frais, voire glacial. Sans le moindre bruit, une silhouette obscure s'approcha de l'entrée de la salle. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Une religieuse passa alors la porte. Le maire se leva et avec humour annonça que l'église savait toujours faire une entrée fracassante dans la vie de la communauté. La religieuse poursuivit son chemin. Les plafonniers se mirent à s'éteindre derrière elle. Les personnes dans la salle commencèrent à se lever quand la religieuse leva une main. Les portes de la salle se claquèrent violemment. Des hurlements retentirent alors qu'elle s'arrêtait au centre de la pièce. Elle se retourna et les lumières s'éteignirent. Dans l'obscurité, Louis vit avec horreur que les deux yeux de la religieuse brillaient d'un rouge surnaturel. Il porta instinctivement une main à sa médaille de baptême qu'il portait autour du cou. Il murmura alors « Ce n'est pas l'Église, c'est le diable ». Tous les chandeliers de la salle s'embrasèrent. La salle s'illumina un instant avant de se replonger dans une lumière tamisée. La religieuse reprit son chemin vers le tableau, son regard rouge braqué vers l'œuvre. En bougeant la main, les tables s'envolaient sur son chemin, se fracassant contre les murs. Elle s'éleva lentement dans les airs et rejoignit le tableau. Là, elle déposa une main sur son cadre. Les couleurs semblaient être aspirées vers elle. La peinture quittant lentement le tableau. L'eau se retirant du lac. Louis vit alors la cité plus clairement qu'avant. C'était un labyrinthe aux escaliers sans fin. C'était une cité inconnue et que l'homme n'aurait jamais dû connaître. Il vit des personnes tomber autour de lui. Il tourna son regard vers la religieuse qui se défit de sa tenue, dévoilant un corps couvert de blessures. Sa tenue faite d'un cuir noir semblait être greffée à sa propre peau. Si ses yeux étaient toujours rouges, son visage changea en quelque chose de monstrueux, déformé, torturé. Louis sentit alors son cœur battre de plus en plus fort. Il se rattrapa à la table alors qu'il se sentait défaillir. Il releva les yeux quand un flash lumineux l'éblouit. Après quelques instants, sa vue se réhabitua à l'obscurité. Il n'y avait plus personne sur scène et autour de lui. Il n'y avait que des cadavres. Ouvre les yeux et vois. Face au sol, il se redressa difficilement. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé avant. Il avait mal partout et ne comprenait pas ce qui se passait. Il ouvrit les yeux et vit devant lui une fenêtre donnant sur un monde étrange, rempli de murs qui se croisent, d'escaliers menant à nulle part, descendant vers le haut. Au loin, une forme géométrique surplombait les environs et présentait une sorte d'aura effrayante. Vois ce que tu n'aurais jamais dû voir. Découvre ce pourquoi tu es avec moi. Où est-ce qu'on est? Vous êtes qui, putain? Question très pertinente. Mais jouons un peu avant. Mais je veux pas jouer, c'est quoi ce bordel? Il sentit les liens s'enrouler autour de lui, le forçant à s'asseoir sur une sorte de siège en pierre brûlante. Il retint un hurlement de surprise quand il vit enfin qui s'adressait à lui. Un être couvert de plaies, au visage difforme. Ses dents étaient grises et alternaient entre des canines et des molaires. Ses yeux étaient jaunes et veinés de noir. Connais-tu la souffrance? Quoi? La créature tendit la main vers lui.
un insecte semblable à un mille-pattes, qui bondit sur ses jambes et qui commença directement à déchirer ses vêtements avec ses mandibules. Puis elle atteint la chair et poursuivit son avancée sous les hurlements de l'homme. De délicieux hurlements. La véritable souffrance est toujours une découverte exquise, n'est-ce pas? Dégage cette merde de moi, putain! Ne comprends-tu pas? Tu es ici, dans l'antre de la souffrance. Découvre ce nouveau monde. Lâche-moi! Alors que l'insecte se glisse sous la peau de l'homme et dévore tout ce qu'il trouve, la créature face à lui sourit. Un sourire étrange, inquiétant. N'aimes-tu pas mes jeux? Ces jeux auxquels j'ai pensé spécifiquement pour toi. Bâtard de merde, tu es complètement taré! Mais pourquoi? Pourquoi n'aimes-tu pas cela? En demandant cela, il claqua des doigts, et l'insecte retourna doucement dans sa paume. Mais parce que faut être taré pour faire ça! C'est quoi ton problème? Mon problème? Et ton problème alors? Tu n'ouvres pas les yeux, jeune homme? Qu'as-tu vu par la fenêtre? Ce monde. Où crois-tu être? Je sais pas, connard! Je t'ai demandé ça tout à l'heure! Et tu n'as toujours pas trouvé la réponse. Arrête de jouer au plus malin. Libère-moi tout de suite. Crois-tu le mériter? C'est certain que je mérite pas ce que tu me fais en ce moment, en tout cas, ouais. La créature plongea son regard dans celui de l'homme. Il sentit une chaleur monter dans sa tête. Il se vit alors, il entendait, il revoyait tant de choses. Il refusait de voir, il se mit à hurler, à demander à ce que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrêtait pas. Il comprenait où il était. Il comprenait pourquoi il vivait cela. Mais ça ne s'arrêtait plus. Il revoyait toutes les horreurs qu'il avait fait dans sa vie, tous ses choix, toute cette vicieuse violence, morale, physique. Il ne valait pas mieux que la chose face à lui. De désespoir, il voulut s'arracher les yeux, et il força et sentit ses liens disparaître sous son mouvement. En enfonçant les doigts dans ses orbites, il se rendit compte, avec horreur, que celle-ci était vide. Ses yeux avaient fondu. L'observant ainsi, la créature ne put contenir ses éclats de rire, résonnant comme le thème musical des horreurs de l'homme qui s'avouait vaincu face à son tourmenteur. « Tuez-moi! Je vous en supplie! » Tu ne comprends toujours pas! Si je suis ici, c'est pour m'assurer que tes tourments dureront jusqu'à la fin des temps. Bienvenue chez toi. Bienvenue en enfer. La pluie tombe en s'écrasant sur les tuiles abîmées d'une église abandonnée, glissant le long de la pente et s'écrasant à nouveau sur le trottoir, perdu dans l'obscurité de la nuit que les lampadaires n'éclairaient plus depuis plusieurs heures. Il ne rentre pas tout de suite chez lui pourtant. Il sait ce qui l'attend. Alors, il observe le monde silencieux et nocturne. Les étoiles apparaissent çà et là entre les nuages, comme si l'espoir essayait de revenir dans sa vie. Mais il savait que ce n'était qu'une lueur. Encore une fois, on essayait de se jouer de lui, lui faire croire qu'il pourrait, un jour, s'en sortir. Il sentait la fatigue prendre le dessus, le froid entrer dans son corps. Il savait qu'il devait rentrer, mais il prenait le plus long chemin. Après tout, c'était à cela qu'il était condamné. Vivre entre ces murs.
Il avait hérité de cette maison, cette vieille demeure sur les hauteurs du village, cette demeure familiale qui le terrifiait enfant. Maintenant, elle le terrifiait adulte. Comment ne pas frissonner devant son bois sombre, ses ardoises semblant aspirer les couleurs autour, son vieil arbre mort à l'entrée? Tout paraissait avoir été mis en place pour glacer le sang des pauvres âmes déposant leur regard dessus. Mais le plus terrifiant ne se trouvait pas à l'extérieur. Le plus terrifiant était à l'intérieur. Ce sont des choses qu'on ne peut comprendre sans les avoir vécues. Pouvez-vous imaginer vous réveiller en pleine nuit, dans une demeure aussi sombre qu'une mine, aux couloirs sans fin et aux portes menant on ne sait où, en entendant, dans l'ancienne salle de bal, maintenant abandonnée, résonner une valse. Imaginez traverser ces couloirs, descendre les escaliers, ouvrir une porte menant à une salle en ruine, mais y trouver des dizaines de personnes dansant dans leurs plus beaux atours. Puis, en un claquement, tout cela disparaît, vous laissant seul avec vos pensées, vous demandant tout simplement « Est-ce que je deviens fou ?» Il avait vécu toutes sortes d'expériences incompréhensibles dans cette demeure. Mais actuellement, une chose était digne de cauchemar. Une terreur profonde emplissait son esprit rien qu'à l'évocation de cette chose. La Dame Bleue. Il ne savait pas exactement qui était cette dame. Le plus étrange, c'est qu'il n'avait aucun souvenir d'elle avant qu'il n'ait à s'occuper de cette maison. Avant que la malédiction familiale ne lui tombe dessus. En effet, si cette maison était dans sa famille, c'était car, plusieurs siècles auparavant, un de ses ancêtres était le majordome de la famille ayant fait construire cette demeure. Mais un soir, le père de la famille, pris d'un accès de folie, tua toute sa famille avant d'aller se pendre dans l'église du village. Dans le testament de la famille, s'il n'y avait pas de descendants, le majordome devait garder la maison, et une ligne avait été rajoutée, griffonnée à la hâte. Cette ligne disait « Protégez le monde de ses secrets ». Seul dans cette grande maison, son ancêtre se lia à une femme de chambre qu'il épousera quelques années plus tard. Puis, sa descendance se trouva liée à cette maison des horreurs. Comment était-elle arrivée? Quels étaient ses secrets que sa famille devait cacher? Il n'en avait qu'une vague idée. Ce qu'il connaissait de cette maison était seulement l'horreur des visions qui hantaient ses salles et couloirs, ainsi que cette dame en bleu. Lui seul l'avait rencontrée. Il était le seul témoin de la dame en bleu du manoir Lovemore. Il était la seule victime de ses hantises. Lui seul avait le droit à ses visites, à ses jeux, à ses tortures. La nuit, quand il essayait de dormir, il entendait le plancher grincer, lentement, quelque chose s'approchant de sa chambre et s'arrêtant devant la porte. Alors, un léger murmure résonnait, à peine un souffle, mais surtout un message. Elle était là. Ce qui suivait, il le savait. Lentement, la poignée de la porte allait trembler, puis s'abaisser. La porte allait s'ouvrir dans un lent grincement, puis elle serait là, à l'observer. Elle s'avancerait jusqu'au bout du lit, et, dans un silence absolu, l'observera jusqu'à ce que le soleil se lève. Lui, ayant peur de la quitter du regard, ne sachant pas ce qu'elle veut, ne fermera pas l'œil. Alors, à nouveau, il passera une journée épuisée, à errer telle une âme perdue, dans les rues, dans les couloirs, dans sa propre chambre. Cette
malédiction prendra fin avec lui. Il le savait. Il ne vivrait pas assez vieux pour avoir sa propre famille. Il était jeune, mais il était déjà à bout. Il n'en pouvait plus. Il rentrait dans la maison et, à sa grande surprise, il n'y avait aucun bruit, aucune voix, aucun souffle étrange. Il avait la sensation d'être seul. Il fit le tour du bâtiment, mais rien. Il était totalement seul. Il sentit un poids se retirer de ses épaules. Il avait l'impression que cette soirée serait tranquille, agréable, reposante. Il se dirigea vers l'escalier, gravit les marches lentement. La fatigue le rejoignant soudainement, le besoin de dormir, il était content de pouvoir dormir tranquillement. Il rejoignit sa chambre, se changea et se glissa dans le confort réconfortant de son lit. Il sentit le sommeil tranquillement engourdir ses membres et sourit. Alors qu'il s'endormait, le vent se leva lentement. Des branches d'arbres se mirent à fouetter la fenêtre de la chambre. Il se redressa et regarda les branches, telles de longs doigts griffant le verre, le séparant de l'extérieur. Un froid glacial emplit sa chambre, tandis que la poignée de porte sembla trembler. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement tel une longue plainte d'outre-tombe. Une main grisâtre dépassa le cadre et se dévoila alors une longue robe noire. Un voile couvrait le visage de la femme, mais au travers de celui-ci se dévoilait une silhouette cadavérique. La dame en noir. Elle s'approcha lentement du lit, alors qu'il restait immobile en observant cette nouvelle apparition, plus effrayante que tout ce qu'il avait vu. Elle lui saisit le bras et serra celui-ci en l'observant. Il sentit une douleur intense le brûler, puis la dame en noir le relâcha. Elle sembla flotter jusqu'à la porte et disparut juste avant celle-ci. Il observa son bras et découvrit une forme de main noire, là où la dame lui avait attrapé le bras. La dame en noir. Elle était pire que la dame en bleu. Ce matin encore, je me réveille avec cette voix. Cette voix qui s'adresse à moi tous les jours. Peu importe le moment de la journée, cette voix me parle. Je n'ai pas toujours été ainsi, rassurez-vous. J'ai vécu de manière totalement normale et sereine pendant la majorité de ma vie. Mais, un soir, en rentrant du travail en voiture, un homme a essayé de me griller la priorité. Sauf que j'étais déjà engagé. J'ai essayé de l'éviter, mais nous nous sommes percutés. Si je m'en suis sorti avec quelques os brisés et une commotion cérébrale, lui ne s'en est pas sorti tout court. À l'hôpital, on m'a fait passer de nombreux tests pour s'assurer que j'avais bien récupéré, mais c'est une fois rentré chez moi, dans mon appartement, que j'ai entendu la voix pour la première fois. Il demandait où on était. Sur le coup, j'ai cru que quelqu'un était dans l'appartement, comme j'en avais été absent longtemps. Mais il n'y avait personne. Je me suis alors dit que j'avais simplement dû entendre mes voisins, alors je reprenais ma vie. Qu'est-ce qui se passe ? Je contrôle rien. Je m'arrêtais soudainement. Qui parle ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? Qui est là ? Quoi ? Mais je suis chez moi ? T'es qui, toi ? Je comprends pas. Pourquoi je contrôle pas mon corps ? Qu'est-ce qui m'est arrivé, putain ? Vous comprenez ce qui s'est passé alors. L'esprit de cet homme, en quittant son corps, a trouvé refuge dans le mien, sans savoir qu'il l'avait fait. Me voici alors avec un autre homme dans ma tête, essayant de faire ma vie normalement. Si, au début, les choses paraissaient étranges, nous avons fini par nous comprendre et vivre
un peu chacun de son côté. Je m'adaptais parfois à ses envies pour qu'il puisse profiter aussi un peu des choses. Nous nous sommes découverts des points communs et on peut dire que nous sommes devenus des amis. Mais cela était facile tant que je ne cherchais pas à rencontrer du monde. Avant-hier soir, alors que j'étais seul chez moi, un ami m'a proposé d'aller dans un bar où nous avions l'habitude de boire des coups ensemble. La soirée se passait normalement, on rigolait en prenant quelques bières. Il y avait de la musique sympa et l'ambiance autour était agréable. Puis, je remarquai une femme au bar. Ses longs cheveux bruns tombaient sur ses épaules délicatement. Son liner était parfaitement droit. Je m'excusai auprès de mon amie et je m'installai à côté d'elle au bar. Je voyais qu'elle buvait un verre de whisky. Je me suis tourné vers elle en lui disant que, pour faire un liner aussi droit, il fallait bien qu'elle le fasse avant de boire ça. Elle a rigolé en avouant qu'elle utilisait du scotch pour se maquiller. J'ai fait une blague sur l'alcool. Elle a fait un rire exaspéré. Et j'ai su. C'était elle. Nous passions la soirée ensemble et l'électricité entre nous était presque visible. Nos regards, nos sourires, nous nous étions trouvés. Quand arriva la fin de la soirée, je lui proposai de la raccompagner chez elle. Elle habitait à quelques rues de là. Nous marchions ensemble dans la rue, discutant, rigolant. Puis, je sentis cette pulsion. Mon bras se leva juste derrière elle. Je m'immobilisai. J'avais clairement senti cette pulsion. Je savais ce que ce bras voulait faire. Je luttais de toutes mes forces et je reprenais le contrôle de mon bras quand elle se rendit compte que je ne marchais plus à côté d'elle. Elle se retourna et me demanda si ça allait bien. Cette pulsion. Je l'ai regardée et je lui ai dit que j'avais trop bu, qu'il fallait que je rentre chez moi. Je lui ai souhaité une bonne soirée et je suis rentré chez moi en courant. Je suis rentré dans la salle de bain et me suis arrosé d'eau froide. Face à mon miroir, j'avais du mal à me regarder dans le reflet. « Putain, tu fais quoi ?»« Moi, je fais quoi ? T'es malade ? Pourquoi tu voulais faire ça ? Je croyais que tu comprendrais. On est pareil, toi et moi. » « Non, on n'est pas pareil. Non, je te tolère dans ma tête. Je t'ai laissé une place parce que je suis gentil. Je suis pas un... Non, je suis pas comme toi. » Je sortais de la salle de bain, laissant le miroir dans le noir, et je partais me coucher, refusant d'écouter la voix dans ma tête. J'avais une peur. Que cette voix soit une invention de mon esprit, que cette pulsion soit la mienne. En me réveillant, la voix était là. « Réveille-toi, putain ! Laisse-moi. Je veux te montrer quelque chose. Prends ta voiture. » Je prenais alors ma voiture et je suivais ses indications. Après 1 heure environ, il me fit prendre une petite sente. En la suivant, je m'enfonçais de plus en plus dans la forêt. Le chemin se terminait sur une petite maison perdue. Il me fit prendre la clé cachée dans la cabane de jardin et rentrer dans la maison. L'odeur était horrible. J'avançai jusqu'au garage. Là, la voix me fit pousser un meuble. Sous celui-ci, il y avait une trappe. Mon cœur frappait dans la poitrine, alors que je sentais un plaisir monter en moi. Un plaisir qui n'était pas le mien. J'ouvris la trappe et je descendis l'échelle. Allume la lumière et découvre mon œuvre. Une larme coulant sur ma joue, j'allumai la lumière. Le spectacle me fit vomir. Je hurlais en me précipitant hors de la maison. La voix dans ma tête rigolait, tandis que je rentrais chez moi. Je m'enfermais à clé dans ma chambre et me cachais sous les couvertures. Ce matin encore, je me réveille avec cette voix. Cette voix que je ne veux plus entendre. Ces choses que je ne veux plus voir.
En prenant mon téléphone pour voir l'heure, je vis que la femme du bar m'avait envoyé un message, d'une douceur merveilleuse. Et je sentis en moi un plaisir malsain naître. Pleurant, je me fis couler un bain. Je rentrai dans l'eau, un couteau à la main. Je ne pouvais laisser cet homme libre. Depuis 3 ans, il vivait seul dans sa grande maison. Ses enfants avaient grandi et étaient partis au loin, vivre leur vie dans différentes zones du pays. Sa femme, elle, l'avait quitté bien trop tôt. Un matin, elle ne s'était tout simplement pas réveillée. Depuis, il hantait les longs couloirs de sa maison, seul, dans le silence. Il avait pensé à louer les chambres pour une bouchée de pain, pour avoir de la compagnie. Mais quand il rentrait dans les chambres vides, elles étaient pleines de souvenirs. Ces souvenirs le rendaient triste, mais c'était un moyen d'être avec elle. Encore un peu. Il avait passé sa journée à lire, à faire des mots croisés et à s'occuper de son jardin. Il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, et s'était lui-même enfermé dans un deuil impossible. À 21h, il était dans son lit, éteignait la lumière, souhaitait bonne nuit au silence, puis fermait les yeux. Il se réveillait à 6h du matin, descendait lentement dans sa cuisine, préparait son bol de thé, ses tartines, et s'installait dans son salon. Il observait la vie se réveiller à travers sa fenêtre. Il restait silencieux, toujours. Non pas qu'il avait perdu le goût de la parole, mais il écoutait. Depuis 3 ans, il écoutait. Il tendait l'oreille. Depuis 3 ans, il attendait de l'entendre. Il avait l'espoir. Sa journée se déroula comme les autres. Il s'occupait comme il pouvait, dans le silence complet. Le soir venu, il mangea en faisant des mots croisés, et alla se coucher. Il éteignit la lumière, et avant de fermer les yeux, il souhaita bonne nuit, au silence. C'est alors que, dans sa plus grande stupeur, il entendit quelque chose. C'était presque inaudible, sauf pour quelqu'un vivant dans un silence complet depuis 3 ans. Ce n'était presque rien, mais c'était quelque chose. C'était un souffle. Il ralluma la lumière et observa autour de lui. Il se redressa et demanda à voix haute. « Jeanne, c'est toi ?» Il était à nouveau seul dans le silence. Après quelques minutes, il éteignit la lumière et se coucha. Mais cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Vers 4h, il décida de commencer sa journée. En arrivant dans sa cuisine, il découvrit sur la petite table de la cuisine la table préparée comme quand il vivait encore avec sa compagne. Il dut s'accrocher au montant de la porte pour ne pas perdre l'équilibre, avant de plaquer sa main sur la bouche, essayant de retenir ses émotions. Mais c'était impossible. Son cœur semblait brûler dans sa poitrine. Après quelques instants, il tenta à nouveau. « Jeanne !» Il sentit alors une brise légère dans son dos. Il observa autour de lui, ne remarquant rien de particulier. Puis il sursauta en sentant à nouveau cette brise légère contre son bras, comme une main essayant d'attirer son attention. Il avança alors, un pas après l'autre, essayant de suivre cette brise, cette main. « Jeanne, c'est toi ?» Le silence régnait, mais il avait l'impression que la brise s'était resserrée autour de son bras.
Peut-être était-ce une réponse. Il suivait alors encore cette brise le long du couloir. Les lampes s'allumaient sur son chemin sans qu'il n'ait rien à faire. Il reprenait ses sanglots et essayait de dire à Jeanne ce qu'il pouvait. « Tu nous manques, ma chérie. Élise a eu une petite. Elle te ressemble tellement. Louis, il va bientôt se marier. Dans 2 mois, il va se marier. » Puis la brise se stoppa devant une porte. La porte de la cave. Il observa autour de lui, puis vit la poignée de la porte s'abaisser et la porte lentement s'ouvrir sous ses yeux. La lumière s'alluma et il s'engagea dans l'escalier en béton. Un pas après l'autre, il descendait lentement, suivant cette brise réchauffant lentement son cœur brisé par le temps, la tristesse et la solitude. Arrivé en bas de l'escalier, la lampe de la cave s'alluma, dévoilant l'objet de cette escorte étrange. Une chaise se tenait au centre de la cave, et une corde pendait au plafond. La brise lui tira le bras une première fois, tandis que son regard était bloqué sur la corde. Puis, une deuxième fois. Il la suivit alors. Il avançait sans bruit, sans sanglots, jusqu'à la chaise. Il grimpa dessus, puis observa la corde. Il leva la tête et sentit celle-ci entourer son cou d'elle-même. Son cœur se mit à battre de plus en plus fort. Ses pensées s'emmêlaient dans son esprit quand soudainement, la lumière s'éteignit et un bruit de chaise retentit dans la cave. Ainsi se terminait l'histoire, dans une chute soudainement stoppée pour retrouver l'être aimé. Mais une brise, une sensation, une impression. Qui est-elle réellement ? La légende parlait d'un manoir abandonné dans lequel on pouvait entendre des voix, des bruits de pas, parfois même des coups. L'envie de découvrir les secrets du lieu par moi-même était évidemment très forte, surtout sachant que ce n'était pas très loin de chez moi. Alors je prenais mon sac à dos, je remplissais ma gourde d'eau, je prenais de quoi désinfecter et bander de potentielles plaies, des lampes, et j'attendais la nuit avant de rejoindre la bâtisse. Pour m'y rendre, il fallut traverser une forêt épaisse et retrouver le vieux chemin menant au manoir. Cela faisait plus de 150 ans qu'il était abandonné, et avec mes recherches, j'avais découvert qu'on avait essayé de réaliser des travaux publics pour condamner complètement l'accès au terrain. Mais les travaux coûtaient trop cher et ont été abandonnés. J'imagine qu'il devait y avoir de sacrés problèmes, mais depuis, plusieurs personnes y sont allées et sont revenues pour en parler. Des personnes traumatisées, mais ils en étaient revenus. Où était le problème ? Je prenais une gorgée d'eau et je passais les dernières branches avant de me retrouver devant le portail. Il était censé être fermé, mais un arbre avait poussé au milieu, soulevant et arrachant en partie le portail. Première leçon de l'exploration, si on ne peut pas rentrer, on ne se crée pas soi-même l'entrée. Si on ne peut pas rentrer, on ne rentre pas. Il faut respecter le lieu. Heureusement pour moi, la nature s'était assurée que je puisse rentrer. En me redressant après être passé sous le portail, je me retrouvais face à une longue allée au travers de laquelle avait poussé un mur de végétation, de ronces et d'autres plantes que je ne connaissais pas. Mais derrière tout cela se dressaient majestueusement les murs de la bâtisse que j'étais venu voir. Le manoir que je rêvais de visiter depuis que j'en avais entendu parler. Sa tourelle à l'ouest, ses grandes fenêtres, les statues à l'entrée, hélas détruites par le temps. Quel lieu magnifique! Sa beauté transformée par l'entrée de la nature dans son architecture, des plantes poussant dans les fenêtres brisées, du lierre couvrant une grande partie des murs, mais une vision magnifique d'où je me trouve.
Je me rendais vers la porte d'entrée. Celle-ci était entr'ouverte, mais je dus lutter pour la bouger car les racines d'une plante s'étaient glissées sous la porte. En pénétrant dans la bâtisse, je sentis un long frisson parcourir mon dos. Quelque chose de très étrange émanait de ces murs, comme si on m'attendait. J'observais les alentours, les murs abîmés, les débris au sol. À certains endroits, je reconnais les mises en scène que les photographes d'Urbex chérissent. Une poupée, certes ancienne, mais qu'un explorateur a dû ramener, car elle ne correspond pas du tout aux poupées d'il y a plus de 100 ans. Elle était assise sur une chaise, devant une tasse de thé ébréchée. C'est toujours le mélange entre l'effrayant et le fascinant. Mais, plus j'avançais dans ce manoir, plus je sentais la lumière s'éloigner. Comme si la vie s'étouffait un peu plus à chaque pas. Je me dirigeais alors vers l'étage. C'est très dangereux dans ce genre de bâtiment. Mais j'avais besoin d'aller voir. C'était comme un appel. Je gravissais lentement les marches, craquant sous mon poids, provoquant à chaque son un emballement de mon cœur. La pression de l'ambiance, du risque et cette chose, cette impression étrange dans le manoir, tout semblait vouloir me voir partir. Mais j'étais là. J'arrivais à l'étage. De grandes fenêtres m'accueillaient à la sortie de l'escalier, couvertes par des rideaux à moitié déchirés et mangés par les mites. Il y avait plusieurs salles à gauche et à droite. Une porte donnait sur une chambre visiblement, mais je suivais cette impression que je ressentais. J'allais à droite, dans le couloir qui avait l'air le plus abîmé. Il y avait des trous dans certains murs, mais ça ne paraissait pas non plus trop dangereux. Le sol semblait bien tenir. Alors, j'avançais. Dans le silence brisé par le vent. Mais il n'y avait aucun animal ici. Pas même une souris cachée dans un placard. Rien ne semblait vivre parmi ces murs. À part moi. Moi et cette sensation me disant d'avancer sans penser au danger, au risque que je prends, à ce que je pourrais découvrir. Je repense à ces gens qui se disaient traumatisés en revenant de ce manoir. Qu'avaient-ils vécu? Qu'avaient-ils pu rencontrer? Avaient-ils ressenti les mêmes choses que moi actuellement? En suivant cette impression, je finissais dans une chambre, dans un état pas si désastreux en comparaison avec le reste du bâtiment. Il y avait un grand lit, quelques chaises, mais surtout une coiffeuse, avec un grand miroir. Il était dans un état impeccable. Il n'était même pas sale. Fasciné, je me suis assis devant, observant le reflet qu'il m'offrait. Je remarquai alors, avec stupeur, que ce reflet était ancien. Il ne représentait pas aujourd'hui. La chambre était encore vivante. Les murs étaient en bon état, les draps du lit étaient magnifiques, et soudainement, j'entendis des bruits de pas à côté de moi. Je me retournai, mais personne n'était là. Je regardai à nouveau dans la glace, et je vis une femme derrière moi. Elle avait une robe magnifique, une coiffure complexe ornée de pierres précieuses. Je me retournai à nouveau quand j'entendis un soupir provenant du miroir. Je regardai alors à nouveau dedans et je vis la femme penchée à mon oreille. Elle déposa ses mains sur mes épaules. Je ne les sentais pas, mais je les voyais dans le reflet. Elles étaient étranges, grisâtres. Ses doigts étaient terriblement longs et fins. Elle tourna alors la tête vers le miroir, et je ne reconnus plus son visage. Il était couvert de rides, sa peau était violacée, et ses yeux avaient disparu. Seuls des orbites obscures semblaient me regarder. C'est alors que je vis sa main droite se lever, et elle me griffa violemment le visage. Je sentis alors le sang couler de ma joue, et je tombai en hurlant. Je saignais vraiment. Sans réfléchir une seconde, je pris mes jambes à mon cou, et je quittai aussi vite que possible ce manoir. Arrivé dans les escaliers, ma jambe passa au travers du bois, et je sentis ma peau s'ouvrir sous l'effet du bois. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortais comme je pouvais, et je me précipitai chez moi. Arrivé à la maison, je désinfectai ma plaie, et je prenais un grand verre de rhum pour me remonter le moral. Je laissai toutes mes émotions redescendre,
Il était tard, et je décidai d'aller me préparer à me coucher. Je rentrai dans la salle de bain et je me déshabillai pour prendre ma douche. C'est alors que je relevai le regard. Je me vis dans le reflet, mais une sensation me prit. Je frissonnai alors en voyant une main aux doigts affreusement longs sortir de derrière mon épaule et se diriger vers mon cou. Puis je vis son visage, ses cheveux flottant autour de nous deux. Je n'ai pas eu le temps de hurler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.